Quand on pense à la communication en entreprise, on imagine tout de suite des emails, des notes de service, des réunions. Mais la vérité, c'est que c'est bien plus profond que ça. Une organisation, elle communique constamment, à travers sa structure, ses rituels et même ses silences. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ce langage caché pour comprendre comment les organisations parlent vraiment. Alors, pour commencer, posons-nous une question qui a l'air simple mais qui est absolument fondamentale. Comment est-ce qu'on perçoit notre lieu de travail ? Est-ce qu'on le voit comme une machine bien huilée, une espèce de deuxième famille, ou alors carrément comme une arène où s'affrontent des intérêts divergents ? Croyez-moi, la réponse qu'on donne à ça, elle change tout. Parce que justement, ces métaphores sont tout sauf innocentes. Elles façonnent nos comportements au quotidien, elles influencent la structure hiérarchique, et elles définissent même ce qu'on pense possible ou impossible au sein de l'entreprise. En gros, les mots qu'on utilise créent notre réalité professionnelle. Pour y voir plus clair dans toute cette complexité, on va utiliser une image, celle des lentilles. On va regarder le monde de l'organisation à travers 4 perspectives bien distinctes. Et vous allez voir, chacune va nous révéler une facette complètement différente de la vérité. Ok, avant de chausser nos différentes lunettes, mettons-nous d'accord sur ce dont on parle. La communication organisationnelle, ce n'est pas juste l'info qui descend de la direction. Non, c'est bien plus que ça. C'est un peu comme le système nerveux de toute l'entreprise. Pour être un peu plus précis, on peut s'appuyer sur la définition de Deremo. Une organisation, c'est d'abord un groupe qui se met ensemble pour une action collective. Ce qui la définit, c'est comment les tâches sont réparties, comment tout ça est coordonné, mais aussi, et c'est ça qui est passionnant, c'est le processus par lequel elle se crée et se recrée en permanence. Une organisation, ce n'est jamais figé, ça bouge tout le temps. Allez, c'est parti pour notre première lentille, celle qui voit l'organisation comme une machine. Une mécanique de précision ultra rationnelle et conçue pour une seule chose, l'efficacité maximale. Au cœur de cette vision, on trouve bien sûr les idées de Taylor et de son organisation scientifique du travail. Son but était très clair, lutter contre ce qu'il appelait la flânerie des ouvriers. Et pour ça, sa méthode était de trouver le one best way, c'est-à-dire l'unique et la meilleure façon de faire chaque tâche, une façon mesurée et optimisée scientifiquement. Le sociologue Max Weber, lui, a théorisé tout ce processus en 3 grandes étapes. D'abord, on optimise. On observe, on décompose le travail, on chronomètre, on standardise tout. Ensuite, on codifie. Tout ce savoir, on le met par écrit dans des manuels, des procédures formelles. Et enfin, étape cruciale, on justifie. On construit tout un discours pour expliquer que cette nouvelle organisation est logique, juste, et qu'elle est dans l'intérêt de tout le monde. Et la conséquence pour la communication, elle est radicale. Dans ce modèle, elle est réduite à un simple outil de transmission. Le message part d'en haut, il descend les échelons et il sert à donner des ordres, point. Toute discussion informelle, tout ce qui n'est pas directement lié à la tâche, c'est considéré comme du bruit, une sorte d'interférence qui empêche la machine de tourner à plein régime. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'une simple expérience a complètement fait voler en éclats ce modèle de la machine. Et ça nous amène directement à notre deuxième lentille. Là, le changement de perspective est total. D'un côté, on avait l'humain vu comme une simple ressource, un pion interchangeable motivé uniquement par l'argent, et de l'autre, on découvre que l'être humain a des besoins sociaux fondamentaux, besoin d'appartenir à un groupe, besoin de reconnaissance, besoin d'estime. Et tout ça, ça vient des fameuses expériences d'Elton Mayo à l'usine Hawthorne. À la base, les chercheurs voulaient juste tester l'impact de l'éclairage sur la productivité. Mais ils ont découvert un truc incroyable, ce n'était pas la lumière qui comptait, mais le simple fait qu'on s'intéresse aux ouvrières. Ils ont alors compris que le travail, c'est une activité de groupe, que les relations informelles sont hyper importantes et que la considération de la direction peut booster la productivité bien plus qu'une ampoule. Bon, cette prise de conscience de l'importance des relations humaines, elle nous amène assez logiquement à notre troisième lentille. Et si on voyait l'organisation ni comme une machine, ni comme une famille, mais plutôt comme un système vivant ? Et ça illustre parfaitement le changement de paradigme. On oublie le vieux modèle linéaire, un peu télégraphique, où A envoie un message à B. Non, l'école de Palo Alto nous dit que la communication est circulaire. Ce n'est plus une flèche à sens unique, c'est une boucle de rétroaction, un feedback permanent. A influence B, qui en retour influence A. Et ça n'arrête jamais. Et on arrive à l'idée maîtresse, le premier axiome de Paul Watzlawick. C'est une phrase toute simple, mais elle est révolutionnaire. On ne peut pas ne pas communiquer. Ça veut dire que tout comportement est communication. Un silence, un regard, une posture, le fait d'ignorer un mail, tout ça, ça envoie un message. Et souvent un message très puissant. L'absence de communication, en fait, ça n'existe pas. Et Watzlawick nous donne d'autres clés de lecture passionnantes. Par exemple, il nous dit qu'il faut toujours distinguer le contenu d'un message, ce qui est dit, de la relation qu'il instaure.
Un fait ça n'a pas du tout le même impact selon s'il vient d'un ami ou d'un chef. Il explique aussi que dans un conflit, chacun ponctue l'histoire différemment, en voyant l'autre comme celui qui a commencé. Bref, chaque interaction est une sorte de danse sociale qui définit si notre relation est égalitaire ou hiérarchique et qui construit notre réalité. Ok, changeons maintenant de lentille pour adopter une perspective beaucoup plus critique et qui pose une question qui dérange. Au final, à qui profite toute cette communication? Cette citation, elle est d'Edward Bernays, le neveu de Freud et l'un des pères des relations publiques. Et elle est, disons-le, assez provocante. Elle introduit une idée forte. La communication n'est pas un processus neutre. Ça peut être un outil stratégique redoutable pour influencer, persuader et même contrôler. Cette frise montre bien l'évolution. On part d'un Ivy Lee qui, au début du siècle, prône la transparence pour redorer le blason des grands industriels. Puis, quelques décennies plus tard, Bernays arrive et théorise carrément l'ingénierie du consentement, en utilisant la psychologie des foules. Et enfin, dans les années 80, des chercheurs vont plus loin et se mettent à analyser comment le langage et les discours managériaux peuvent devenir de véritables instruments de pouvoir et de domination au sein des entreprises. Et de ce point de vue critique, même le langage de tous les jours au bureau, les discours sur la culture d'entreprise, la performance, le leadership, peut être analysé comme une idéologie. C'est-à-dire un système de valeurs qui fait passer les intérêts de la direction pour les intérêts de tous et qui rend les rapports de force existants, naturels et donc difficiles à contester. Alors, après ce voyage à travers nos 4 lentilles, qu'est-ce qu'on retient? C'est quoi le message principal? Faisons un petit récapitulatif. On a donc vu l'organisation comme une machine à optimiser, puis comme une communauté humaine avec ses propres besoins. Ensuite, comme un système vivant en interaction permanente, et enfin, comme un champ de bataille pour le pouvoir et le contrôle. Et voilà le point le plus important. Il n'y a pas une bonne lentille et 3 mauvaises. La réalité de n'importe quelle organisation, c'est un mélange complexe et souvent contradictoire de ces 4 dimensions. On y trouve des processus quasi mécaniques, des relations sociales très fortes, des boucles de communication complexes et des luttes de pouvoir. Et tout ça en même temps. La question finale, c'est donc une invitation à la réflexion. Dans un environnement de travail donné, quelle est la lentille qui semble la plus pertinente, celle qui explique le mieux ce qui s'y passe? Et surtout, quels sont les angles morts? Qu'est-ce qu'on rate? Qu'est-ce qui nous échappe complètement quand on se contente de regarder la réalité à travers une seule et unique perspective?